Potentiellement, je pense qu'on peut tous faire de longues distances. Notre corps, il est beaucoup plus fort que notre mental. Et donc au final, je pense que si on se met dans un bon état d'esprit, ce qu'on dit, ok, je vais essayer de faire 100 km et qu'on y croit à fond et qu'on passe un peu à travers la douleur physique, je pense qu'on se rend pas compte de la distance qu'on pourrait chacun parcourir. Vous écoutez le 8e épisode de Fartlek, le podcast 100% course à pied qui parle de sujets qui vous concernent. Présenté par Thibaut Huget et produit par Belgium Running. Salut à toutes, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Fartlek, votre podcast 100% course à pied proposé par Belgium Running. Alors aujourd'hui on va vous parler d'une thématique dont on n'a pas l'habitude, c'est le trail et plus particulièrement l'ultra trail. La fin de l'été c'était l'UTMB, c'était le Swiss Peak, c'était le Tour des Géants et aujourd'hui on va se demander si nous ne sommes pas finalement tous des trailers, plutôt même des ultra trailers en puissance. Et pour discuter de cette thématique, j'ai la chance d'avoir à mes côtés aujourd'hui Pierre Masset. Salut Pierre. Hello. Ça va, la forme ? Ça va très bien et toi ? Tu es bien remis de tes dernières petites balades ? Écoute, ça va, je suis encore un peu fatigué, mais franchement, ça va. Oui, parce que en deux mots, Pierre, comment je vais te résumer ? Tu es un coureur parmi d'autres, si je puis dire, qui un jour s'est réveillé avec l'idée de s'inscrire sur un ultra, une course de 360 km, et qui en est venu à bout. Et puis de là, tu as eu d'autres défis. On va en reparler par là-dessus. Ça, c'est la course présentation, et je te propose de faire plus ample connaissance avec toi dans la première partie du podcast, dans l'échauffement. On n'a pas encore parlé échauffement. Je vous propose un échauffement avant de partir courir. Alors Pierre, on va apprendre à faire un petit peu mieux connaissance avec toi. Je dis des choses, tu me corriges si c'est faux. Je pense que tu as 30 ans, tu es bruxellois d'origine, du côté de Uccle. Aujourd'hui, tu habites à Waterloo, marié, pas d'enfant, et tu n'étais pas véritablement addict à la course à pied. Je pense que tu faisais plutôt du hockey, tu as joué un petit peu en division d'honneur. Et puis un jour, qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, donc donc j'étais vraiment un sportif, je dirais, assez lambda. J'avais une passion pour le hockey, mais qui n'était pas non plus, je dirais, énorme. Mm-hmm. Et en un coup, en fait, c'est au détour d'une vidéo sur Facebook, j'ai découvert en fait un after-movie du Swiss Peaks, donc qui est une course qui est assez connue en Suisse dans l'ultra trail. Ouais, c'est une course en Suisse qui fait dans le Valais en tout cas. Ouais, c'est ça. Et il y a plusieurs distances. Et en fait, quand je suis tombé sur cette vidéo, j'ai eu une espèce de coup de foudre. Et en fait, cette vidéo, elle m'a vraiment prise. Et je me suis vraiment dit, genre, ce sport, je connais pas du tout. Et j'ai envie une fois voir ce que ça donne. Et tu avais compris qu'il y avait 360 km sur cette course ? En fait, je m'en rendais pas très bien compte parce qu'à cette époque-là, évidemment, la course à pied, je voyais vraiment ça comme un moyen d'être bon dans le hockey, mais pas du tout comme une finalité. Et donc, du coup, je savais pas très bien ce que ça représentait, des mètres de dénivelé positif, parce que c'était vraiment 360 km. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à apprendre, je me suis beaucoup renseigné. Heureusement, sur Internet, il y a quand même beaucoup de blogs, beaucoup de podcasts où on peut un peu se renseigner et se former un peu sur la matière. Et voilà, et sans trop hésiter, je me suis dit, ok, avec mon frère Charles, on s'est inscrits tous les deux. C'était quoi, il y a 3 ans ? C'était en 2021, ouais. Donc tu découvres ça en 2021 et tu t'inscris en 2021. Oui, alors je pense qu'il y a beaucoup de coachs sportifs et autres qui s'étoufferaient un peu s'ils entendraient ça, parce que je pense que dans le sport, il faut toujours faire graduellement, c'est-à-dire que s'inscrire quand on ne connaît pas du tout le trail à un des ultra-trails les plus longs du monde, c'est un petit peu ambitieux. Mais en fait, avec Charles, on s'est dit, voilà, quitte à découvrir un nouveau sport, quitte à s'entraîner vraiment et changer notre hygiène de vie, autant que ce soit pour vraiment une récompense qui soit énorme et qui nous paraisse impossible. Donc du coup, on s'est inscrit, plutôt que s'inscrire à ce que tout le monde nous disait, inscrivez-vous aux 30, aux 40, on s'est inscrit aux 360. Et donc, je reprends le cours, hein. Toi, tu t'es inscrit avec ton frère, lui, il a terminé la première année, pas toi. Ouais. L'année suivante, tu es revenu, ouais. Tu as été finisher donc, de cette course de 360 km. Ouais. Et ici, en 2024, il y a une semaine avant cet enregistrement, tu étais encore sur le Swiss Peak, mais version 660, que je pense qu'il y avait 689 km et quelque chose comme 49 000 mètres de dénivelé positif. Il faut se rendre compte de ce que c'est. Tu n'es pas arrivé au bout. Non, malheureusement pour toi, je sais que tu es déçu, mais tu as quand même fait quelque chose comme 467 km, ouais. 33 478 mètres de D+, que j'ai marqué. Ouais, c'est bien ça, ouais. Et tu as passé quoi, 8 jours 8 jours dans la montagne, 8 jours dans la montagne. Ouais, sans dormir. Donc... voilà, c'est comme une expérience de dingue. Pourquoi avoir été sur une course de 689 km ? En fait, après avoir fini la 360, je me suis vraiment dit, genre, est-ce que c'est vraiment ma limite ou est-ce que je peux encore un petit peu aller plus loin ? Et je pense que c'est toujours un peu le jeu dans l'ultra trail, c'est toujours se dire, ok, là c'est ma limite, mais est-ce que j'aurais pu encore faire quelques kilomètres après ? Et bien en fait, le Swiss Peaks est venu avec cette nouvelle course, un nouveau format, donc qui est vraiment la course la plus longue du monde. Et quand ils l'ont sorti, moi évidemment ça m'a tellement excité, ça m'a tellement intrigué que je me suis dit ok,
Un petit peu dans le même état d'esprit qu'en 2021 où on n'y connaissait rien, on s'est inscrit au 360. Ici, je me suis dit, bon, ok, j'y connais encore un peu plus, mais je vais vraiment tenter de m'inscrire à cette course-là. Il faut savoir que c'était une course qui n'était pas ouverte, une inscription qui n'était pas ouverte. Donc en fait, c'était que sur CV sportif et sur candidature. J'ai envoyé la mienne en me disant, on verra bien. Parce que c'est vrai que voilà, j'ai pas non plus beaucoup d'expérience dans le monde du trail. Et à mon grand étonnement, j'ai été pris, donc je me suis dit, ok, on met tout en place et on y va, quoi. Ouais. Mais tu as quand même fait le marathon des sables cette année-ci pour préparer ça? Ouais. Marathon des sables, c'est quoi? C'est 250 km 250 km. 6 étapes en autonomie dans le désert? Ouais, non, c'est sûr. C'est une course qui est vraiment mythique et je me suis vraiment dit, voilà, c'est une course qui, en me renseignant sur ce monde de l'ultra-trail, de l'aventure, j'ai découvert d'autres courses, notamment le marathon des sables. Et je me suis dit, ok, ça m'a bien tenté de m'inscrire. Donc, encore une fois, j'ai pas tellement réfléchi. Je me suis inscrit, j'y suis allé, j'ai vécu une expérience vraiment magnifique. Parce que c'est une course, je pense, qui est tout à fait autre chose que de l'ultra trail. C'est vraiment une aventure humaine, une aventure épique. Et voilà, donc ça aussi, ça m'a permis d'arriver, de ce cheminement, d'arriver jusqu'à la course 660. Okay. Et comment on se sent une semaine après avoir quitté la montagne, comme ça, après 8 jours, 467 km? Est-ce que tu es encore lessivé et que tu sens vraiment les paupières qui tombent, ou tu as déjà pu récupérer une semaine après? Je dois avouer que ouais, parfois au travail, vers 14-15 heures, j'ai un peu les yeux qui se ferment, parce que je pense que c'est un peu un contre-coup, parce que pendant 8 jours, j'ai vraiment, mon corps a tout le temps vraiment été en souffrance, j'ai tout le temps été à fond. J'ai quasiment pas dormi pendant 8 jours, donc c'était vraiment quelque chose de très intense. Pas dormi du tout? Quasiment pas en fait, parce que le problème c'est qu'évidemment, en fait, je fais partie dans ce peloton-là de course des moins bons, et donc du coup les barrières horaires sont toujours juste à côté de moi, c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup de temps pour me reposer, là où les pros et les bons, ils ont 4-5 heures pour se reposer à chaque ravitaillement. Moi, vu que chaque fois j'arrive avant que ça ferme, j'ai pas beaucoup de temps pour me reposer. En résumé, si jamais tu dormais, tu étais éliminé. Oui, c'est un peu ça en fait. Donc c'est soit je continue à marcher coûte que coûte, ou alors soit je m'arrête et malheureusement je suis hors concours. Ok, et psychologiquement, comment on est? Est-ce qu'on est encore dans son monde? On récupère d'une aventure comme ça ou... En fait, on met quand même quelques jours un peu à redescendre, vraiment aussi bien physiquement que mentalement des montagnes. Parce que voilà, c'est quelque chose où on est dans un monde tout à fait autre, on est un peu dans une espèce de bulle comme ça, qui n'est pas du tout dans la réalité. Et c'est vrai que quand j'y repense à la semaine passée, ça me paraît un petit peu comme ça irréel. Mais après ça, voilà, c'est sûr qu'on est vite repris par la vie quotidienne. J'ai un travail, j'ai une femme, j'ai des amis, donc très vite en fait on est repris par la vie sociale, et après ça, voilà, on se remet dedans petit à petit. T'as quand même envie d'y retourner ou ça t'a dégoûté? En fait, j'ai un peu aussi la même chose qu'en 2021 quand j'avais dû abandonner. Au moment en fait ici où j'ai rendu mon dossard, je me suis dit dans ma tête, je reviendrai. Et je pense que c'est un peu ça en fait qui est un peu la magie de l'ultra trail, c'est que on a beau souffrir, on a beau pleurer, avoir du mal, forcer surtout les muscles de son corps. En fait, à la fin, on occulte tout ça et on retient que le positif, on retient que les beaux moments. Et même juste après, donc juste au moment où mon corps était encore chaud et en souffrance, je me suis déjà dit, je suis prêt à retourner, je suis prêt à me rentraîner autant pour justement arriver au bout. Ouais, donc tu as un parcours quand même un petit peu dingue, parce en 3 ans, tu es passé de quasiment rien en course à pied à tout. Ça paraît dingue, et en même temps, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont attirés par l'ultra. Il y a beaucoup de gens qui font d'ultra, qui vont parfois vite, très vite, trop vite, on en discutera après. Et moi perso, j'adore aussi ce genre d'aventure, mais faire 689 km en montagne, je pense que ça ne m'attirera jamais, et on ne va jamais dire à tout le monde de faire ça. Mais j'ai envie de mieux comprendre avec toi quel est le cheminement qui t'a fait venir vers ça, pourquoi tu fais ça, et c'est ce qu'on va faire ensemble dans la seconde partie du podcast, dans les intervalles. Vos séances de qualité intervalles. Des intervalles. Intégrer des intervalles. La durée des intervalles, le nombre de répétitions, le nombre de séries. Alors Pierre, je te pose directement la question, Cash. Est-ce qu'on est tous potentiellement des ultra-trailers? Est-ce que ce que tu fais toi, tout le monde peut le faire? Déjà, je pense qu'il faut le vouloir, parce que entre avoir les capacités physiques de l'être et vraiment le vouloir, il y a aussi un pas. Et ça revient aussi en fait, aux raisons que, pour moi, en fait, c'est vraiment le mental qui doit beaucoup jouer, dans le sens que potentiellement, je pense qu'on peut tous faire de longues distances. Outre nos capacités physiques, parce que j'ai beaucoup d'amis qui me disent moi je cours 5 km et après ça je sais plus marcher, j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux genoux. Mais en fait notre corps il est beaucoup plus fort que notre mental, et donc au final je pense que si on se met dans un bon état d'esprit, ce qu'on dit ok, là je vais essayer d'aller au bout, je vais essayer de faire 100 km ou 50 km, et qu'on y croit à fond et qu'on passe un peu à travers la douleur physique, je pense qu'on ne se rend pas compte de la distance qu'on pourrait chacun parcourir. Après, il ne faut aussi pas mentir, hein. C'est un trail, mais on ne court pas tout le temps.
Donc, Non. tu n'as pas couru pendant 8 jours. Il y a beaucoup de moments non, de ça, marche c'est sûr. où tu luttes contre toi-même et déjà faire un pas, c'est déjà Non, un ça, effort. c'est sûr que l'ultra trail, en fait, c'est surtout à ce niveau-là, je dirais, c'est quand même de la grande randonnée, c'est-à-dire qu'on marche quand même Attention beaucoup. à ce que tu dis. Non, je sais, non, je vais peut-être me faire incendier, mais non, c'est quand même beaucoup de la marche. Parce qu'évidemment, quand on monte des grandes montées ou qu'on marche sur du terrain qui est pas facile, qui est assez technique, évidemment courir c'est pas possible. Et donc je dirais que c'est quand même beaucoup de marche, de la marche rapide, de la marche avec des bâtons, donc qui est quand même, je dirais, beaucoup plus active qu'une marche justement d'une marche randonnée qu'on pourrait faire avec nos amis le dimanche. Donc voilà, c'est sûr que la course à pied c'est un petit pourcentage d'un ultra trail, mais il y en a quand même dans les endroits un peu roulants, on essaie quand même justement de courir pour avancer un petit peu, parce que la marche, les kilomètres ils défilent pas vite. Et est-ce qu'il faut être un petit peu taré pour faire ça, ou tu dis que c'est accessible à tout le monde, mais en même temps c'est le mental qui joue, quoi, et tu te considères un peu comme un peu taré dans la tête ou pas spécialement? Non, après ça, moi je me considère pas taré, probablement que des gens qui me suivent pourraient le penser, mais encore une fois c'est vraiment une question de volonté, une question de son propre choix. Je pense que si on veut se lancer dans le trail, maintenant le trail est très à la mode, l'ultra trail aussi. Si on veut se lancer là-dedans pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire pour avoir des likes sur Instagram, pour paraître plus beau, paraître plus fort, ça ce sont les mauvaises raisons. Et donc évidemment que je pense que ça n'ira pas, et à terme je pense qu'on ne pourra pas faire grand-chose. Mais si on se lance dans le trail avec ce défi vraiment de se dépasser soi-même, et quelle que soit la distance, parce qu'évidemment pour mes copains, quand je fais 600 km, eux ils disent oui, mais moi si je me fais un objectif de 50 km, ça paraît ridicule, mais au final non, parce que chacun a son propre Everest, comme je dis, chacun a ses propres limites, et au final, le plus beau, c'est de les dépasser. Et les raisons, justement, c'est quoi chez toi? Moi, je pense que tu m'avais dit que tu ne savais pas. Moi, les raisons, est-ce que tu as trouvé les raisons dans la montagne? Non, c'est assez difficile, mais les raisons, c'est assez difficile à expliquer. Je pense que ça vient vraiment intrinsèquement au fond de soi-même. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose que j'aime assez bien. En fait, c'est la revalorisation des choses simples. C'est-à-dire qu'au bout de 100 km, quand on a marché toute la nuit, qu'on a eu froid toute la nuit, qu'on arrive à un ravitaillement et qu'on boit une soupe chaude, ou alors qu'on change de chaussettes, ça peut paraître des choses ultra simples dans la vie de tous les jours. Je dirais boire un thé chaud, ça paraît très très simple et ça apporte pas tellement de confort. Mais quand notre corps est tellement en souffrance et qu'on a tellement souffert, en fait, c'est le plus beau des cadeaux, et c'est vraiment un peu le luxe des choses simples. Pour moi, c'est ce que j'aime dans le trail. C'est qu'au final, une couverture chaude, quand on a eu froid toute la nuit, c'est super confortable, c'est super agréable. Alors que dans la vie de tous les jours, en fait, on ne se rend pas compte que tous ces besoins, par exemple, boire un verre d'eau quand on a soif, ça paraît très normal dans la vie de tous les jours, mais en trail, parfois, on n'a pas accès à l'eau tout de suite. Et donc, du coup, là, par exemple, pendant le Swiss Peak 660, à un moment, j'ai pas eu d'eau pendant 2 heures, et puis j'en ai bu un moment un ravitaillement, et c'était la meilleure eau du monde. Et je trouve ce sentiment, en fait, c'est ça vraiment qui me pousse à faire l'ultra trail, parce que je retrouve justement ces choses-là. Donc quand quelqu'un, j'imagine que c'est une question qu'on t'a souvent posée, qu'on te pose souvent, c'est pourquoi tu fais ça, tu réponds ça, ou il y a d'autres... Ouais, ça c'est la raison plus philosophique? Non, ça c'est un peu moi la raison plus philosophique que voilà, je partage pas spécialement avec tout le monde, parce que voilà, mais je pense que chacun a ses propres raisons, et moi c'est aussi c'est l'envie de me dépasser, c'est l'envie aussi de me donner un objectif, de faire beaucoup de sacrifices pour y arriver. Et je pense que c'est vraiment de la satisfaction personnelle. Et encore une fois, on ne fait pas du tout ça pour les likes sur Instagram ou pour un peu la célébrité ou autre, parce que dans le trail, c'est pas vraiment non, ça. sinon on va pas au bout. Mais tu penses pas que c'est primordial de savoir pourquoi on y va? Parce que si tu sais pas pourquoi, après une journée, tu es là tout seul dans la montagne et tu lâches prise, non? C'est sûr qu'il y a quand même des gros moments de doute. Moi, il y a parfois plusieurs fois où je me dis, j'ai eu un peu ça avec cette course aussi, c'est qu'au moment au kilomètre 20, je me suis dit, non mais qu'est-ce que je fais ici moi, et j'ai encore X kilomètres à faire, je comprends pas. Donc au final, je pense que à la fois, il faut quand même avoir intrinsèquement être sûr de soi, être sûr de ce qu'on va faire. Mais si on n'a pas toutes les réponses, c'est pas très grave, on peut quand même se lancer, et c'est assez bateau à dire, mais probablement que les réponses arriveront aussi sur le chemin. Ouais, et c'est quoi les conseils que tu donnerais à ceux qui te voient là, qui se disent ouais, ça me chatouille un peu, est-ce que j'ose pas Je dirais au final, voilà, c'est oser. Alors évidemment, ça peut paraître fou, parce que là, quand je parle, ça peut paraître très incroyable. Je m'inscris à un trail alors que je n'en ai jamais fait, je le réussis, et voilà, mais il faut savoir aussi qu'il y a quand même que quand on se fixe un objectif, il faut quand même être aussi... Il y a toute une partie de l'iceberg qu'on ne voit pas, c'est-à-dire de l'entraînement, de l'hygiène de vie, le fait d'arrêter de l'alcool, le fait d'arrêter de sortir, de voir un peu moins de ses copains.
Et donc tout ça, c'est des choses évidemment qui ne ressortent pas sur Instagram, dans la presse et autres, mais qui sont aussi là tout le temps. Et il faut aussi, je pense, être prêt à, par exemple, s'entraîner un dimanche soir à 21h au Basic Fit quand tout le monde est dans son canapé. Et donc ça aussi, c'est des sacrifices auxquels il faut penser quand on se lance des défis pareils. Après, je sais pas si c'était le meilleur exemple. Moi, j'ai envie de souligner la progressivité. Ouais, Il faut y aller étape par étape. Toi, c'est ce que tu n'as peut-être pas fait, mais... Non, c'est sûr. Non, c'est sûr. Parce que généralement, pour arriver à des distances pareilles, il faut que le corps enregistre l'effort et parfois, il faut se planter. Il faut aller sur des courses et abandonner. Ça fait aussi partie de l'expérience. Non, c'est clair. Est-ce que tu conseilles aux gens de faire comme toi ou tu dis aux gens... prenez un peu plus de temps peut-être si vous en ressentez le besoin. En fait, je pense que nous, on l'a fait un peu de la façon assez dure, dans le sens que directement, on s'est lancé dans des grands défis. Je prends un exemple avec Charles, mon frère, quand on a commencé à courir. On s'est une fois lancé dans un 50 km. On a fait Bruxelles, Louvain-la-Neuve, retour à Bruxelles. Et pour te dire, en fait, on est parti avec nos chaussures de hockey, on est parti sans eau, on est parti avec un sac à dos classique. Et donc, en fait, on a souffert parce qu'évidemment, notre corps n'était pas du tout habitué, on n'avait pas le bon matériel. On n'avait pas la bonne nutrition, pas la bonne hydratation. Et donc, en fait, on a tout appris difficilement. Alors, je pense que si on fait graduellement, on s'entraîne d'abord à courir un 10 km, un 20 km, un 30 km. Notre corps s'adapte, on se rend un peu compte de ce qu'on a besoin. On se rend aussi compte de ce qu'on préfère comme type de chaussures, qu'on préfère, qu'on aime bien avoir des chaussettes de tel ou tel type. Et donc, tout ça, ça permet aussi de construire, je pense, c'est beaucoup plus intelligent de construire ça. Et moins en souffrance, de construire ça graduellement. Pour arriver à un objectif que faire comme nous, on fait un peu en mode cow-boy. Ouais, et t'étais quel type de coureur avant? Tu faisais quelques courses? Tu faisais les 20 km de Bruxelles ou tu faisais rien? Non, en gros, j'avais fait les 20 km de Bruxelles, mais un peu plus par pression, pas sociale, mais parce que les 20 km de Bruxelles, c'est tellement une fête, c'est tellement chouette. Donc je l'avais déjà fait, mais en fait, je voyais vraiment, comme je disais, la course à pied comme un moyen d'être bon dans le hockey, plutôt que vraiment comme une fin en soi. Et chaque sortie de jogging que je vais faire pour mon préparateur physique au hockey, c'était une galère totale et en fait j'en avais vraiment pas envie. Et donc ça se ressentait aussi parce que du coup je courais n'importe comment, je m'hydratais pas avant, je faisais ça n'importe comment et donc au final évidemment ça n'aidait pas aussi d'avoir cette optique là. Et donc tu as aujourd'hui beaucoup plus de plaisir à faire un 100 km en montagne qu'un 20 km sur route dans une ville? Ah oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Parce qu'en fait j'ai aussi ce côté où j'adore vraiment tout ce qui est la nature, j'aime bien tout ce qui est la faune, la flore et je trouve que c'est magnifique justement comme j'ai vécu la semaine passée, de se perdre dans les montagnes, enfin se perdre non, parce que heureusement pas, mais se perdre, je dirais, un peu dans les montagnes, et de traverser des cols, et de voir des paysages différents, et de voir la montagne le matin, le midi, le soir, parce qu'il y a tellement des décors différents selon l'heure de la journée, et je trouve que c'est beaucoup plus passionnant que courir un marathon dans une ville, mais après ça, je respecte évidemment ceux qui le font. Et finalement, c'est pas aussi plus accessible, en fait, parce que... accessible au niveau de la performance, quand on fait un marathon, on s'entraîne, on a des allures à tenir, il y a la pression du chrono, la pression de la réussite, tandis que le trail, on est loin de tout ça, et donc ce qui compte, c'est gagner pour soi, donc c'est arriver au bout. Non, c'est clair. C'est pas plus facile de finir un 100 miles que de faire une perf sur marathon? Ça, c'est une grande question. C'est sûr qu'au final, l'avantage dans l'ultra trail, comme tu dis, c'est vraiment un combat contre soi-même. Donc, au final, personne n'a jamais dit « Ah oui, j'ai fini 73e sur 125 à tel ou tel trail » ou alors j'ai fini en 50 heures tel ou tel trail, parce que les gens n'ont pas vraiment cette référence, alors que ça arrive sur marathon, il y a toujours un peu ces grands trucs de passer la barre des 4 heures, passer la barre des 3 heures, et donc c'est sûr que ça met un peu une plus grande pression, alors que justement l'ultra trail pour moi c'est plus un peu un voyage avec soi-même, et c'est pas tellement au final tant qu'on est dans les barrières horaires, c'est pas dire je vais me dépêcher, je vais courir un peu plus comme ça, je vais finir une demi-heure avant, ou alors je vais finir devant cette personne qui est devant moi. Je pense que c'est ça que j'aime bien dans l'esprit ultra trail, c'est que il y a pas de concurrence, c'est vraiment un combat contre soi-même. Et à tous les trails que je vois d'ailleurs, c'est très chouette, parce que l'ambiance, je pense qu'il n'y a pas sur marathon, l'ambiance intra-trailer, elle est super agréable. Et ce combat contre soi-même, c'est pas chercher ses limites quelque part? Ouais, c'est sûr. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi, tu les as trouvés là ou... Non, c'est sûr que... Enfin, quand on voyait les images après, quand tu as dû renoncer après 469 km, tu les avais trouvés manifestement. Mais... Là, je pense que je les ai trouvés, mais encore une fois, comme je disais, j'ai l'impression que maintenant, je me dis, à ce moment-là, peut-être que j'aurais pu encore un peu pousser. Et je pense que c'est un peu le syndrome de l'ultra-trailer, c'est qu'il va toujours se dire, tiens, avec le recul, est-ce que j'aurais peut-être pu faire ça? J'aurais peut-être pu encore aller un peu plus loin. Et après, voilà, au final, je trouve que pour moi, ça ne me pose pas de problème tant que ça reste vraiment dans du raisonnable et pas dans du dangereux pour la santé. Je pense repousser ses limites pour essayer d'être meilleur, je pense que c'est... Et on en est conscient, ça, est-ce qu'il y a pas... On n'est pas quand même
parfois proche de la limite du malsain, parce est-ce qu'on est conscient en montagne qu'on a passé la limite ou pas? Est-ce qu'on risque pas de se mettre en danger? Non, c'est sûr que... Comment toi tu les fixes, ces limites? C'est sûr qu'au final, la montagne, elle est aussi belle que dangereuse. Et quand je vois encore que là, il y a quelques temps, il y a 4 alpinistes qui sont morts sur le Mont Blanc. Bon, évidemment, c'est pas du trail, c'est de l'alpinisme, mais ça revient quand même aussi au fait de jouer dans la montagne. La montagne reste quand même assez dangereuse. Il faut se rendre compte qu'on n'a pas dormi comme moi pendant plusieurs nuits. On n'est plus tellement lucide, donc au final, nos choix sont moins bons. On passe parfois par des petites arêtes ou des petits cols où il faut quand même se concentrer pour pas tomber de 400 mètres plus bas. Donc c'est sûr qu'il y a toujours un peu ce jeu-là. Heureusement, dans le trail, il y a quand même pas beaucoup d'accidents, je dirais, comparé au nombre de trails qu'il y a, au nombre de coureurs qu'il y a pas beaucoup d'accidents par an. Mais c'est sûr qu'il y a un risque qui existe et qu'il faut toujours en être bien conscient. Et au final, ça reste, pour moi en tout cas, ça reste que du sport, ça reste que de l'amusement. Et donc c'est vrai que je me sentirais mal que ça se finisse mal. Et tu as l'impression que tu serais capable face à un orage, une tempête, de dire stop? Ou alors dans ces cas-là, les gens, les Belges qui n'ont pas l'habitude de la montagne, peut-être qu'ils sont parfois un peu inconscients et qu'ils attendent que l'instruction vienne de l'organisation. Non, c'est sûr qu'au final, et parfois aussi en fait on pense aussi à tout ce qu'on a investi en temps, en argent, en énergie. Et donc quand on est dans le trail, on aurait du mal soi-même de dire ok, non, c'est trop dangereux pour moi, je ne prends pas ce risque. Parce qu'on est dans le flow de la course. Et donc évidemment, c'est difficile à dire, mais il faut toujours se dire qu'au final, ça reste que du sport, ça reste que de l'amusement, en tout cas pour moi, ça reste que du passe-temps. Et donc ça enlève cette pression de dire que qu'on ne doit pas performer pour des marques, pour des sponsors ou autre, c'est vraiment pour son propre plaisir. Et je trouve que le plaisir s'arrête là où le danger vraiment réel commence. Tu t'es jamais senti en danger sur ces aventures-là? Probablement que je l'ai été. Je vois que tu hésites à répondre. Non, probablement, si ma femme écoute, elle sera pas contente. Mais non, probablement que j'ai déjà été sans me rendre compte. Et c'est ça aussi qui est le risque, c'est qu'on perd un peu sa lucidité avec la fatigue, avec les kilomètres qui s'enchaînent. Mais voilà, oui, je l'ai probablement déjà été sans me rendre compte. Heureusement, voilà, jusqu'à présent, ça n'a pas porté à conséquence. Mais je garde quand même toujours ce focus en tête de me dire c'est que du plaisir, ça doit rester du plaisir, ça doit rester vraiment, je dirais, humain, et voilà, il faut pas non plus tirer trop loin ces limites. Tu parles de lucidité, tu as des exemples de choses qui peuvent passer par la tête ou que tu peux voir qui n'existent pas quand on fait des aventures comme ça? Oui, j'ai des exemples comme ça incroyables où au final pendant toute la nuit en fait nos proches savent nous suivre via des trackers, donc des balises, donc en fait eux sur internet depuis chez eux savent voir comment on avance comme des petits points sur la carte. Et en fait, pendant toute la nuit, un moment, c'était sur la fin de la course, il y a 2 ans, j'ai parlé avec quelqu'un, mais j'étais persuadé que j'avais parlé avec cette personne, j'avais échangé et autres. Et le lendemain matin, quand ma maman me dit « Tiens, ça a été la nuit, est-ce que tu étais tout seul ?» Je voyais tout seul et ça. Et je disais « Non, j'étais avec quelqu'un, mais en fait, j'étais tout seul. » Et je ne sais pas très bien qui était cette personne, à mon avis, c'était dans mon imagination. Et donc, j'ai parlé toute la nuit avec quelqu'un, ou du moins, je ressentais une présence toute la nuit avec qui j'ai échangé. Et au final, mes proches qui ont suivi le live ont dit non, t'étais tout seul pendant toute la nuit, il n'y avait personne autour de toi. Donc c'est tout des choses, ou alors aussi des hallucinations quand on est fatigué en fait dans les arbres. Par exemple, je voyais des pendus dans les arbres, donc c'est assez flippant. On se dit, je sais pas très bien pourquoi est-ce que le cerveau pense à ça, mais en fait j'étais dans les arbres, dans la forêt, et en fait je voyais des gens pendus aux arbres, et quand je m'approchais au final il y avait rien, mais en fait c'est vraiment l'esprit à mon avis avec la fatigue qui arrive plus très bien à associer. Ou alors dans les cailloux, je vois souvent des têtes sur des visages sur les cailloux. Et au final, je m'approche. Parfois, ça ressemble un peu à des têtes, mais souvent, c'est vraiment l'esprit qui nous joue des tours. Et là aussi, c'est quand même c'est assez perturbant. Et ça peut être assez déstabilisant. Ça peut faire peur de l'extérieur, j'imagine, Ouais, franchement, c'est pas... Et surtout pour ceux qui me suivent, quand je dis tiens, là, regardez ce caillou, je le prends en photo. Et je dis, vous trouvez pas qu'il ressemble un peu à tel ou tel président? Là ils me disent tous attends, mais qu'est-ce que t'as fumé? Donc c'est vraiment l'esprit au final qui nous joue des tours. Moi je trouve ça assez rigolo, mais en effet encore une fois ça prouve que la lucidité est quand même loin et on est quand même dans des montagnes qui sont comme je le disais dangereuses, donc il faut toujours rester quand même assez prudent. C'est un état second presque, hein. On bascule dans autre chose. Est-ce que c'est ça aussi que tu viens chercher, c'est se sentir ailleurs? Il y a un peu de ça aussi. C'est un peu quand en fait le corps il est tellement un peu en souffrance et autres que parfois il a des états un peu seconds, un peu de lévitation où en fait on sent même plus ses jambes, on sent plus son corps, et en fait c'est des moments aussi je pense où les endorphines doivent jouer là-dedans et on a une espèce comme ça de pic d'endorphines
Et je me souviens très bien, à un moment, la semaine passée aussi, il était 6h du matin, on était au sommet d'une piste de ski, et le soleil se levait, donc le ciel était magnifique. J'étais avec un de mes collègues avec qui j'étais en ce moment-là. On s'est assis tous les deux, on a regardé cette vue, et en fait on est tout à fait sorti de la course, on est tout à fait sorti de tout, et on s'est regardé tous les deux, on s'est dit attends, mais ça c'est quand même unique, et je pense qu'on a quand même beaucoup de chance de pouvoir vivre ça via justement ce sport. Ouais. Et le retour à la maison est un peu compliqué parfois, parce qu'on rebascule dans la réalité qui n'est pas celle de... Ouais, après, voilà, moi c'est sûr que je connais très bien ma réalité. Je sais que beaucoup de gens avec qui je faisais la course la semaine passée, eux, ils vivent la montagne, ils sont montagnards, ils habitent à la montagne, ou ils ont un job, je dirais, relativement lié à la nature, au sport. Bon, voilà, je fais du marketing à Waterloo, donc je sais très bien que c'est ça ma réalité. Mais justement, je trouve que c'est ça qui est bien, c'est que j'arrive de sortir de cette vie, je dirais, assez ordinaire, mais que j'aime beaucoup, et vivre des moments assez exceptionnels. Et je pense que c'est ça. Il y a plusieurs personnes aussi qui me contactaient en me disant qu'ils trouvaient ça assez inspirant, qu'il était possible d'avoir une vie, je dirais, de bureau assez classique, et en attendant de vivre des chouettes aventures. Mais que ce soit vraiment le trail ou autre chose, hein, évidemment, ça je parle du trail, mais ça peut être d'autres sports ou d'autres envies. Ouais. Et en 2024, tu auras fait le Marathon des Sables, qui est une des courses les plus mythiques, les plus convoitées, et tu auras fait le Swiss Peak 660, qui est la course chronométrée sans doute. Il y a peut-être d'autres choses aux États-Unis à voir, mais une des courses chronométrées les plus longues. Qu'est-ce que tu peux aller faire de plus, et tu as déjà des projets pour la suite, pour 2025? Honnêtement, c'est un truc qui revient souvent chez mes proches, qui me disent « Ah tiens, je ferais bien ce trail-là avec toi de 20 km, mais je sens que ça va pas t'intéresser. » Et justement, ça, je trouve qu'ils ont tort, parce que j'ai toujours un peu cette passion pour le sport, cette passion pour me dépasser, mais ça peut très bien être sur un dimanche, un trail dans les Ardennes ici de 20 km, qu'en Suisse sur un trail beaucoup plus long. Et je trouve que c'est ça qui je pense qui fait une de mes forces, c'est que ça m'excitera autant de faire n'importe quel trail, parce que j'aime bien le sport, j'aime bien être avec mes amis, j'aime bien cette ambiance. Et donc du coup, voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup de copains qui me disent « Oui, tu fais ça, mais il y a un moment où il y aura plus de grands trails comme ça qui vont t'exciter. » Mais je pense que j'arriverai toujours à trouver des défis, notamment aussi c'est des défis off, donc pas spécialement des courses officielles, mais se lancer des propres challenges. Je pense notamment à Charles, on avait fait il y a 2 ans, on avait monté l'équivalent de l'Everest, donc c'était 8800 mètres, aux escaliers de Buron à Liège. Donc en fait, c'est des escaliers qui font 150 mètres de dénivelé positif, et on les avait fait je sais plus combien de centaines de fois. Et donc ça, c'est des défis qui au final sont pas du tout officiels, mais qui au final nous excitent et m'intéressent, et me permettent aussi de trouver, de m'automotiver sur d'autres défis pas spécialement officiels. Ouais, donc chez l'Ultra Trailer, toujours plus, c'est plutôt la quête de défis qui te motive et qui les motive. C'est toujours ça aussi que j'ai trouvé aussi. Et parfois, c'est des choses où je me lance un peu sur un coup de tête. L'année passée, j'ai fait le tour du lac Léman en courant, donc c'était 150 km. Je suis un peu parti sur un coup de tête parce qu'en fait j'allais skier avec ma femme, et j'ai décidé de partir 2 jours avant de Belgique tout seul, et donc pendant 32 heures j'ai couru autour du lac Léman, faire le tour entier, et la moitié des routes en fait ne convenaient pas, parce que j'avais pas trop regardé si c'était des routes qui allaient pour la course à pied. Mais au final voilà, c'est parfois des choses où je me dis tiens, ici je cours une fois autour du lac Léman, et donc beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre, mais moi c'est des choses qui m'excitent, et au final, quand je repasse devant le lac Léman, je me dis ah tiens, c'était marrant, j'ai quand même couru tout autour. Quoi. Mais tu ne le referais pas 2 fois la même chose? Non, en fait, ça c'est un peu ça aussi. C'est que je pense que quand on a fait en fait un défi, on sait un peu. Et puis aussi, je pense qu'il y a tellement de défis que je trouve que c'est dommage de remettre son énergie dans un défi. Bon, évidemment là, le Swiss Peak c'est différent, parce que vu que j'avais pas réussi, je voulais retourner en 2022 pour le réussir. Mais sinon, je pense qu'il y a tellement de défis qu'autant essayer de trouver d'autres choses. Ok. Écoute, merci pour l'échange et pour mieux comprendre le pourquoi tu fais ça. J'ai envie, dans la dernière partie, de un petit peu voir comment tu gères tout ça dans le privé, comment ton entourage réagit, et comment on parvient à concilier une vie professionnelle, une vie de famille et une vie d'ultra-trailer. Ouais. C'est ce qu'on va faire dans le retour au calme. Le retour au calme. Conseille un retour au calme de 5 à 10 minutes, comme celui qui va suivre. Alors Pierre, est-ce que c'est toujours facile quand on a un objectif comme celui que tu as eu, donc de faire 689 km comme objectif, c'est toujours facile de pouvoir gérer un boulot à plein temps, une vie assez dynamique, une vie privée, une vie familiale, et puis la vie sportive, parce que
on n'a pas encore beaucoup parlé, mais même si tu as été assez vite pour y arriver, tu as fait les choses sérieusement. Et donc, tu t'es beaucoup entraîné, tu as fait beaucoup de renfos, tu as fait attention à pas mal de choses. Donc, est-ce que tu y arrives et comment tu y arrives? Je pense honnêtement que voilà, c'est comme toujours, comme dans tout, il y a des concessions à faire. Évidemment, je sors moins qu'avant avec mes copains, je bois moins d'alcool qu'avant, mais je pense que j'essaie quand même toujours de garder une vie quand même assez équilibrée entre évidemment le travail qui est quand même une partie importante de la vie privée, mais aussi gérer la vie sociale, la vie avec ma femme Charlotte, qui parfois doit un peu souffrir parce que parfois je lui impose parfois un peu de partir dans des congés un peu loin et autres. Mais au final, je pense qu'il faut beaucoup s'arranger. Dans la vie, dans la journée, il y a quand même pas mal d'heures, donc on peut toujours s'arranger, c'est bête, mais genre là, je pense, je vais quand même souvent courir le matin, ou souvent le matin, je vais à la piscine pour nager. Mais donc, du coup, je prends 1 heure de sommeil en moins pour aller nager ou pour faire d'autres. Donc, j'essaie en fait que ça impacte le moins possible ma vie privée et ma vie sociale, dans le sens que je ne me verrai pas rater des anniversaires, pas rater des soirées avec mes copains, parce que je dois aller courir, parce que et autres. Donc, j'ai vraiment essayé de garder cette bonne balance, qui permet aussi, je pense, d'avoir une fraîcheur mentale et physique au moment de faire les défis entre, je dirais, les différents pôles de ma vie. Il y a moyen d'avoir une vie sociale normale quand même, Ouais, pas être un moine. Il y en a qui vont rigoler en voyant ça. Mais justement, ça aussi, ça fait partie. Et je me verrais pas du tout me couper de tout, de plus boire d'alcool du tout et autres, parce que voilà, ça fait aussi partie de la vie sociale. J'ai quand même un côté assez festif où j'aime bien m'amuser. Et comme je disais, au final, c'est une question de... Il y a quand même moyen de tout gérer de front et en faisant le moins de concessions possible, en étant, je dirais, le plus sain possible dans la tête, parce que je pense qu'encore une fois, si on se prive trop de trucs et si on se met trop dans un mode je fais plus rien à parcourir, je pense que le cerveau à un moment il débloque. Ouais. Par contre, il faut un gros soutien de l'entourage, aussi de la compréhension du boulot, non? Parce que c'est un tout, ça reste quand même un projet chronophage. Non, central, c'est sûr. C'est sûr que c'est un projet aussi, même en termes dans la tête, ça prend beaucoup de place. Et là, je remercie vraiment ma femme Charlotte parce que pour ça, elle est super conciliante et compréhensive. C'est sûr que c'est des projets qui te prennent probablement que les semaines avant, je faisais que parler de ça. Et donc parfois, il faut un peu recadrer les choses. Et aussi au niveau du boulot, aussi, je les remercie parce qu'ils sont très compréhensifs. Mais c'est sûr que c'est des concessions, c'est des jours de congé qu'on perd, c'est des jours sans solde qu'on perd. Et donc voilà, il faut aussi être conscient que tout n'est pas rose et que c'est pas des jours gratuits qu'on nous offre et c'est pas des choses qu'il y a des concessions à faire, des sacrifices à faire si on veut arriver justement à des objectifs. Ouais, après aussi, c'est une passion qui demande des sacrifices financiers aussi. Hein, c'est pas neutre, tu prends des congés sans solde. Est-ce que finalement c'est accessible à tout le monde ce genre de délire ou c'est quand même ça reste parler cash un sport un peu privilégié même si c'est un sport simple. En fait c'est marrant parce que moi je me disais ok le trail c'est pas cher parce qu'au final il faut juste avoir des baskets et puis c'est parti, contrairement à j'en sais rien moi le vélo, il faut avoir des vélos à 10-15 000 au final. Mais je me suis détrompé parce que rien que déjà le matériel il coûte quand même assez cher et quand on fait beaucoup les chaussures ça coûte assez cher, tout le matériel autour sportif qu'on utilise et donc du coup qu'on use assez rapidement ça coûte cher, c'est un certain budget, les dossards coûtent cher, tout ce qui est autour, c'est à dire le logement, le transport autour, sans parler évidemment des jours de congé, tout ça c'est des investissements qu'il faut être prêt à faire. Mais voilà, moi je sais qu'il y a des gens qui ont d'autres passions qui coûtent peut-être plus cher ou moins cher. Moi je sais que voilà, c'est du budget que je suis prêt à mettre, je suis jeune et quand plus tard je me retournerai derrière et je me dirai tiens, tu l'as fait quoi. Au final je suis content d'avoir même si parfois niveau budget c'est un peu ric-rac, je suis content d'avoir tenté cette aventure là, je suis content d'avoir participé au Marathon des Sables même si l'inscription est très chère parce que c'est des souvenirs uniques et au final ça fait très bateau ce que je veux dire mais au final les souvenirs ils ont pas de prix comparé au budget que je mets. Et puis il faut aussi que, parlant d'entourage, il faut que le boulot soutienne et soit compréhensif et que te permette de vivre ce genre de trucs ou ta famille quoi. Que soit... Si tu le fais et que tu es tout seul dans ton coin, c'est sans doute moins drôle. Non, c'est sûr que je ne me verrais pas du tout faire ça contre la vie de mes proches, faire ça contre la vie de mon boss et de mon boulot. C'est sûr que c'est aussi vraiment... je sens en fait toute une émulation positive autour de ce projet et autour de moi qui est vraiment super gentil et je remercie tout le monde qui me soutient au jour le jour. Et donc ça me permet vraiment de créer cette émulation positive, mais je ne me verrais pas du tout, comme certains j'ai déjà entendu dans les courses qui disent « Ah oui, mais moi je viens, mais ma femme elle râle à la maison ». Moi je ne me verrais pas du tout comme ça. Souvent ma famille pendant les trails ils viennent me supporter, ils viennent m'encourager.
Et ils comprennent à 100% mon choix et je pense qu'ils en sont contents et fiers. Donc pour moi, je suis ravi avec ça. Allez, on va en rester là sur cette belle image. Parfait. Merci Pierre pour l'échange. Tu vas pas nous dire ce que tu vas faire en 2025 comme gros projet? Tu nous as dit des petits cours de 20 km, mais t'as pas un truc qui claque? Il y a plusieurs projets en cours, mais je peux encore... Non, d'abord prévenir la famille. Ouais, je vais d'abord prévenir ma femme parce que si elle découvre ça ici, je pense que je suis mort. Ok. Merci Pierre en tout cas, c'était sympa. Merci pour l'échange. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Fartlek. D'ici là, n'hésitez pas à suivre toute l'actu du running sur les réseaux sociaux de Belgium Running et également à nous suivre via les sites d'infos de l'ADH et de l'Avenir. Merci comme chaque fois à Corentin Capel également pour tout le boulot réalisé en coulisses, dans l'ombre. Merci à lui. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous retrouver et nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram ainsi que sur YouTube. À bientôt!